Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir l'histologie de la vessie. La vessie, comme vous le savez, c'est un organe qui fait partie de l'appareil urinaire et il est là pour assurer la fonction de stockage des urines. Il a la capacité également de contenir un volume relativement important d'urine, bien évidemment avant l'expulsion par l'intermédiaire de l'urètre. J'aimerais tout d'abord commencer par certaines notions de base sur l'anatomie de la vessie, sur sa localisation et tout, avant de passer à l'étude histologique. Je vous rappelle que cet organe, afin de contenir cette quantité relativement importante d'urine, il doit avoir cette caractéristique d'extensibilité. C'est un organe auquel on décrit une forme pyramidale avec un apex qui est inversé vers le bas, comme on le voit ici. Et puis, c'est un organe qui est situé au niveau de la partie antérieure du pelvis. Au niveau de sa face postérieure, comme on le voit sur cette coupe ici sur l'image en haut, on distingue une forme particulière, de forme triangulaire qu'on appelle le trigone de la vessie. C'est un triangle avec trois angles. Les deux angles supérieurs représentent les abouchements ou bien les méas urétéraux, ça veut dire des deux uretères droit et gauche, et on a un troisième angle qui correspond à l'ouverture du méa urétral. Au niveau de cette vessie, et particulièrement au niveau de sa partie antéro-supérieure, la partie qui correspond à ce qu'on appelle l'apex ou bien le dôme de la vessie, on a l'implantation d'un ligament, qu'on voit ici en blanc, qu'on appelle le ligament ombilical médion. Il renferme un résidu ouracal, ce qu'on appelle aussi l'ourac, qui comporte au niveau de son revêtement, sur le plan histologique, un revêtement qui est identique à celui qu'on trouve au niveau de la vessie, ou aussi il peut comporter un revêtement qui est de type glandulaire. J'aimerais passer maintenant à des lames virtuelles pour qu'on puisse observer l'histologie de la paroi de la vessie. Donc j'aimerais bien commencer avec ce prélèvement-là, qui représente une coupe passant par notre vessie. On voit très bien la lumière qui est au centre et puis on voit les différentes couches de la paroi tout autour de cette lumière. Si on agrandit un peu, on pourra voir la succession de plusieurs couches et au niveau de la vessie, on a quatre couches qui sont constantes et une qui est inconstante. La première couche, la plus superficielle au contact de la lumière qui est à ce niveau, c'est ce qu'on appelle l'urothélium. C'est l'épithélium tout simplement qu'on trouve au niveau de la vessie. C'est l'épithélium également qu'on appelait avant, ça veut dire anciennement, un épithélium transitionnel ou aussi un épithélium de transition. Cet épithélium veut bien évidemment sa nature épithéliale, il doit reposer sur une membrane basale qui va le connecter à un tissu conjonctif qu'on va appeler le chorion, qu'on voit ici. Puis on note l'apparition d'une couche musculaire assez épaisse qu'on appelle le muscle ou bien la musculaire de la vessie, appelée également le détrusor au niveau vésical, et finalement une quatrième et dernière couche qui est la plus éloignée par rapport à la lumière qu'on appelle l'adventice. Concernant la cinquième couche qui n'est pas constante, c'est ce qu'on appelle la musculaire muqueuse. Quand elle est présente, elle va être présente sous forme de faisceau musculaire discontinu et mal organisé. Le problème, c'est que on ne va pas la trouver chez tous les spécimens de la vessie, chez toutes les personnes, je veux dire. Par exemple, sur cette paroi vésicale, elle n'est pas présente. Commençons tout d'abord par l'épithélium. L'épithélium, comme on le définit, c'est un ensemble de cellules qui sont cohésives entre elles. L'épithélium de la vessie a la particularité de changer le nombre de couches qui le forment en fonction de l'état de distension de la vessie. Si on essaie de compter les noyaux ou bien le nombre de couches de cellules au niveau de l'urothélium, il va varier de 3 à 6 couches quand la vessie n'est pas distendue, vers un nombre de 2 à 3 couches quand la vessie est distendue. Les différents types de cellules qu'on va observer au niveau de l'urothélium sont en nombre de 3. On note tout d'abord les cellules basales, c'est les cellules de petite taille, de forme cubique qu'on trouve accolées à la lame basale, et c'est elles qui sont situées le plus profondément au niveau de l'épithélium. Ces cellules basales peuvent ne pas être observées quand la vessie est dans un état distendu. Le deuxième type de cellules qu'on observe au niveau de l'urothélium, et c'est le type le plus représenté, dont les cellules sont les plus nombreuses, c'est ce qu'on appelle les cellules intermédiaires.
tout ce que je suis en train de montrer, ça correspond à des cellules intermédiaires. Ces cellules intermédiaires représentent la particularité qu'elles soient orientées différemment par rapport à la membrane basale. Si je prends par exemple une cellule au hasard, par exemple celle-là, on note que son noyau il a une forme ovalaire avec une orientation qui est tout à fait perpendiculaire par rapport à la lame basale. Une autre remarque que vous avez déjà fait, je pense, c'est la présence de ce trait à ce niveau qu'on appelle une incisure longitudinale au niveau du noyau, qui sont fréquemment observées au niveau des cellules intermédiaires. On voit un autre qui est là, on voit un autre qui est là, trois autres noyaux avec des incisures, un quatrième qui est à ce niveau, un autre qui est là, un autre qui est là, et donc on voit très bien que ces incisures elles sont assez abondantes au niveau des cellules de la couche intermédiaire. Le troisième et dernier type de cellules, c'est les cellules les plus superficielles qu'on appelle les cellules endome. C'est des cellules caractérisées par une abondance de leur cytoplasme qui est de teinte éosinophile et avec une fréquence des multinucléations. Par exemple, ici, on voit très bien une cellule qui a la forme un peu d'un dôme, d'où son nom, la cellule endome, et qui comporte deux noyaux. À ce niveau, on voit également une autre à ce niveau avec la forme en dôme et la composition en deux noyaux. Il est aussi possible, bien sûr, d'observer des cellules en dôme qui ne contiennent qu'un seul noyau, mais gardez à l'esprit que des cellules en dôme superficielles qui contiennent plus d'un noyau, c'est tout à fait normal. Ces cellules superficielles n'ont pas toujours la forme en dôme. On pourra observer, et même sur un seul prélèvement, des cellules qui peuvent présenter une forme qui est plutôt aplatie, comme les cellules qu'on est en train d'observer à ce niveau. La couche qui va venir par la suite, c'est ce qu'on appelle le chorion. C'est cette partie ici. Et le chorion, en fonction des textes qu'on trouve, il y a ceux qui décrivent ce chorion comme étant un tissu conjonctif lâche et ceux qui vont le décrire sous forme d'un tissu conjonctif qui est dense. Alors personnellement, je pense que le chorion comporte un peu les deux types de tissus conjonctifs et j'aimerais vous inviter à observer avec moi la différence entre ces deux parties. Alors vous notez que juste en adjacent à la lame basale, ça veut dire la région que je suis en train de montrer, c'est une zone qui est plutôt lâche. On voit très bien qu'on a des fibres de collagène mais qui sont organisées en faisceaux qui sont assez fins, avec bien sûr la présence d'éléments cellulaires, notamment des fibroblastes, parce que ce sont eux qui vont synthétiser ces fibres de collagène. Mais en s'éloignant un peu de cette première zone qui montre un tissu conjonctif lâche, on a à observer des faisceaux qui sont assez épais de fibres de collagène, et ces faisceaux, ils sont très mal organisés. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un tissu conjonctif qui est dense en collagène et qui est irrégulier. Donc c'était la deuxième couche qui était le chorion. On avait dit aussi qu'il y avait une certaine couche qu'on avait appelée la musculaire muqueuse et qui est inconstante. Et puis on a en troisième lieu ce qu'on appelle la musculaire de la vessie. C'est un muscle qui est assez épais, qui est disposé en trois couches de direction concernant les faisceaux qui sont différentes entre elles. Et c'est un muscle qui est de nature lisse. Donc on va essayer de vérifier ça tout de suite. On voit très bien que on a plusieurs faisceaux, et puis au niveau de ces faisceaux, on trouve des cellules. C'est des cellules qui sont d'aspect fusiforme, on va grandir un peu, et là, je peux apprécier la forme fusiforme des cellules, une forme qui est allongée, avec chacune des cellules qui comporte un noyau en position centrale, et non pas périphérique, comme ce qu'on va observer au niveau d'un muscle de nature striée. Et puis après la couche musculaire, on a une adventice qu'on va trouver en périphérie. C'est un tissu conjonctif qui est lâche et qui va comporter plusieurs éléments vasculaires, nerveux et également des éléments cellulaires, notamment quelques cellules inflammatoires et aussi des cellules fibroblastiques, sans oublier la présence d'un tissu adipeux comme ce qu'on est en train d'observer ici. Voilà concernant le premier prélèvement. Et avant de récapituler ce qu'on vient de voir, j'aimerais vous montrer très rapidement un prélèvement sur lequel on a mis deux prélèvements de la paroi vésicale, mais qui ont subi 2 degrés de distension qui sont différents. Alors, je vous présente ici à droite un prélèvement de la paroi de la vessie avec la vessie en état distendu, à gauche un état de repos, ça veut dire non distendu. Alors je vais agrandir un peu au niveau de cette région pour pouvoir voir les deux
côté de l'épithélium, qui est l'urothélium, et on voit déjà au même grossissement qu'il y a une différence concernant l'épaisseur du revêtement entre l'épithélium à ce niveau et l'épithélium à ce niveau. On va agrandir au niveau de la partie qui était distendue. Et là, on voit à peu près que les cellules des différentes couches ont le même caractère. C'est en fait un reflet que l'ensemble des cellules qu'on est en train d'observer, c'est des cellules intermédiaires. Parce que comme j'avais expliqué au début, les cellules de la couche basale ainsi que les cellules superficielles avaient tendance à disparaître à l'état distendu de la vessie. Si on va compter le nombre de couches qu'on est en train d'observer, on ne va pas dépasser 4 couches de noyaux au maximum. Si je passe maintenant au deuxième prélèvement dans lequel la vessie est non distendue, on va trouver un nombre plus important de cellules et puis on pourra avoir plus de facilité à distinguer les différents types de cellules avec une différence entre les cellules basales, les cellules intermédiaires ainsi que les cellules endome ou bien superficielles. J'aimerais mentionner une information très rapidement sur le premier prélèvement en vous invitant à observer une région particulière qui est cette région. Alors rappelez-vous tout d'abord de la zone qu'on avait observée au tout début et je parle surtout du nombre de couches de noyaux. Si on veut essayer de compter, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 au maximum de couches de noyaux au niveau de cet épithélium. Alors si je passe au niveau de cette zone, on va sûrement trouver beaucoup plus de noyaux. Alors il faudra faire attention à ce type de coupe, à ce type d'incidence de coupe, parce que là il s'agit d'une incidence qui est dite tangentielle. Et quand on a une incidence tangentielle, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de nombre de couches de cellules, et ceci pourra être parfois interprété à tort comme étant une hyperplasie, ce qui est un état pathologique. Alors qu'on sait que sur ce prélèvement, c'est une vessie qui est tout à fait normale. Voilà, donc j'aimerais passer maintenant à la récapitulation. Donc comme on a vu, les différentes couches qu'on va observer au niveau de la vessie, c'est tout d'abord l'urothélium, qui va reposer sur un chorion. La musculaire muqueuse, c'était la couche qui n'était pas constante, ça veut dire on va les trouver sur certains spécimens et non sur d'autres. La musculaire et puis finalement l'adventice. L'urothélium, il comportait un nombre de couches qui dépendait de l'état de distension de la vessie, entre 3 à 6 couches si elle est non distendue et entre 2 à 3 couches si elle est distendue. L'épithélium pseudo-stratifié. Ceci est un élément que j'aimerais mentionner parce que on a l'impression de voir plusieurs couches de noyaux, ça veut dire plusieurs couches de cellules, alors qu'à l'état réel, les différentes cellules, quel que soit leur emplacement au niveau de l'épithélium, elles sont toutes en contact avec la lame basale par des prolongements cytoplasmiques. C'est pour ça qu'on l'appelle pseudo-stratifié. Ça veut dire on a l'impression que c'est stratifié alors que toutes les cellules présentent un contact avec la lame basale. Les premières cellules à observer et qui sont en contact avec la lame basale, c'est ce qu'on appelle les cellules basales et qui peuvent paraître absentes en cas de distension. Les cellules intermédiaires sont les plus représentées au niveau de l'urothélium et qui présentent souvent des incisures nucléaires et une orientation perpendiculaire par rapport à la membrane basale. Puis après, en superficie, on a les cellules endome avec le cytoplasme abondant et eosinophile. Elles changent d'aspect en fonction de la distension. Comme on a vu, elles peuvent avoir cet aspect en dôme bien arrondi, bien bombé vers la direction de la lumière, ou aussi apparaître sous forme aplatie. Elles sont souvent multi- ou binucléées et peuvent paraître absentes carrément en cas de distension de la vessie. Le chorion, c'est un tissu conjonctif comme on a dit, qui était lâche, mais ça dépend en quelque sorte de la façon par laquelle on voit les choses. Il y a ceux qui disent qu'il est dense, ceux qui disent qu'il est lâche, ceux qui vont dire que c'est un peu un mélange entre les deux, et ce qu'il va contenir, c'est des fibres de collagène et des fibres élastiques. La musculaire muqueuse, elle est inconstante, et ça contient des faisceaux discontinus de muscles lisses. La musculaire qu'on appelle le détrusor au niveau de la vessie, c'est un muscle lisse qui est organisé en faisceaux qui sont assez épais. L'adventice, c'est un tissu fibro adipeux avec une composante conjonctive, une composante adipeuse, ainsi que des éléments nerveux et vasculaires. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile. J'espère recevoir dans les commentaires des propositions de vidéos qu'on pourra discuter dans le futur. Et à très bientôt.